Nous sommes prêts dans 10 secondes pour commencer ce duplex. Bonjour chers collègues, mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de saluer les représentants de tous les médias qui sont à Moscou sur ces plateformes de notre agence. J'ai le plaisir de saluer nos invités qui participent à notre entretien, nos hôtes à Paris et à Moscou. Donc ce duplex est consacré à la suspension de la livraison du premier porte-hélicoptère, BPC Mistral. Donc ce retard de livraison qui s'appelle Vladivostok, qui est une décision prise par François Hollande, dont nous avons reçu l'information officielle le 25 novembre. Si cette livraison n'a pas lieu, la France est menacée par des pertes financières et d'image, en termes d'image. Donc, les conséquences de cette rupture du contrat pour la France, les sanctions occidentales à l'encontre de la Russie. Donc, dans le contexte, les relations russo-françaises, leur perspective sera le thème de ce duplex. J'ai le plaisir de présenter nos invités à Paris. Nous avons l'expert en matière de commerce extérieur, Monsieur Gilles Rémy, est notre deuxième invité à Paris, directeur exécutif de l'association Dialogue franco-russe, Alexandre Troubetskoy. Nos invités à Moscou, côté membre du conseil de la fédération, sénateur Igor Morozov. Igor Morozov est membre de la commission aux relations internationales. Et notre deuxième invité, Alexei Fenenko, qui est chercheur à l'Institut des problèmes de sécurité internationale de l'Académie des sciences. Donc, je voudrais commencer par donner la parole à Paris. Le Figaro a déjà calculé les pertes que vont encourir les entreprises françaises en cas du refus de livrer le Mistral. Donc les journalistes évoquent plus de 3 milliards d'euros de pertes. Monsieur Rémy, probablement c'est une question qui s'adresse à vous. Êtes-vous d'accord avec ce calcul fait par des journalistes français du Figaro, et qu'est-ce qui menace la France en cas de refus de livrer les Mistral, même en plus de pertes financières? Bonjour. Effectivement, il y a beaucoup de chiffres qui circulent dans la presse. Il reste que ce contrat est un contrat confidentiel, voire secret, et que donc on est... Personne, enfin en tout cas personne ne dira publiquement quel est le montant des pénalités, et puis il y a un risque, c'est le risque de l'arbitrage effectivement, où là probablement que les chiffres évoqués sont réels. Je crois qu'il faut prendre le sujet plus généralement. On est dans une situation très délicate, c'est un euphémisme, puisqu'il y a un contrat qui est signé, il y a un engagement qui est pris. C'est à la fois la parole de la France, mais c'est aussi la réputation de l'industrie française. Je note que ce contrat s'est déroulé dans des conditions extrêmement bonnes, puisque finalement il y a eu beaucoup d'intervenants qui ne se connaissaient pas. Le client, la marine russe, Rosabaron Export, en charge du juridique du contrat, l'industrie russe navale avec OSK, du côté français STX, qui construit la structure à Saint-Nazaire, DCNS, dont c'est le produit et qui a l'expertise militaire, les administrations des deux pays. Et on assiste à quelque chose d'assez extraordinaire, c'est que ce premier grand contrat se déroule dans des conditions industrielles, financières, de coopération extrêmement positives. Et que même on a pu comprendre que le contrat, que la délivrance du bateau, le bateau était déjà prêt en avance. Le premier bateau, le Vladivostok, et en ce qui concerne le Sébastopol, il a été mis à l'eau récemment, donc tout à fait dans les temps. Donc c'est un contrat qui s'est extrêmement bien passé et qui démontre le potentiel de coopération économique entre les deux pays. Et ensuite, il y a un problème qui est aujourd'hui un problème politique,
français, bien sûr, puisqu'on est directement concerné, mais qui a un cadre plus large, puisque c'est en fait au niveau européen que le blocage est certainement le plus problématique. Merci, Monsieur Rémy. Nous avons des questions aussi pour notre deuxième participant à Paris. Monsieur Trubetskoy, comment en France a-t-on réagi pour ce retard de livraison du premier BPC Mistral? Quelle a été la réaction à la position de François Hollande? Gilles Rémy, d'abord, effectivement, s'il n'y avait pas le contexte politique, il n'y a pas de retard technique. Effectivement, moi j'ai eu la chance de travailler 3 ans de ma vie dans la construction navale. Alors je suivais de loin ce projet, mais ça me passionnait particulièrement. Et j'observais justement comment se déroulait cette construction d'une manière assez particulière. Il y a eu des aspects... L'aspect particulier, c'est qu'une partie de la coque a été fabriquée en Russie, remorquée en France, assemblée ici. Donc, comme Gilles Rémy le soulevait, la question sur le plan technique, c'était le fruit d'une excellente coopération. Alors maintenant, nous parlons de ce retard. Effectivement, ce retard nous inquiète tous parce qu'il vient mal à propos. Pour nous, il n'a rien à voir théoriquement avec la crise ukrainienne, ce qui a d'ailleurs été dit plusieurs fois, y compris récemment à Valdai. Un bateau de ce type n'est pas là pour s'occuper des conflits intérieurs qui se passent en Ukraine. Voilà. Donc, c'est là-dessus que je voulais insister. Je voulais simplement dire que nous observons en tant que dialogue franco-russe notre rôle ici, et notre rôle étant justement de continuer malgré tout et à tout prix le dialogue entre la France et la Russie, c'est d'observer le maximum de ce qui se passe. Et nous observons que dans l'ensemble, les Français regrettent ce retard, regrettent cette suspension de livraison et désapprouvent actuellement la position prise par la France, mais tout en espérant que cette position sera revue dans de meilleures conditions le plus vite possible. Merci, Monsieur Trubetskoy. Maintenant, c'est le moment de faire participer nos participants à Moscou, Igor Morozov, la Russie, en cas de non-exécution du contrat de livraison des Mistral. Donc, il s'agit de dates très diverses qui ont été citées, même à la fin novembre. Mais de toute manière, il y aurait des griefs au plan financier, peut-être. Donc, ce sera probablement une amende pour le retard de livraison. Probablement, il y aura des pénalités et même le dédit, peut-être. Parce qu'il s'agit probablement, il faudra une solution judiciaire. Donc, qu'est-ce qui, à votre avis, que fera la Russie dans ce cas? Et la Russie, est-ce qu'elle pourra vivre sans ces Mistral? Bon, pour la première question, je pense, il est clair, aujourd'hui, qui est étudié chez le maître de l'ouvrage, c'est le ministère de la Défense, et d'après les déclarations officielles, nous comprenons que pour la partie russe, gagner ce procès ne sera pas vraiment très difficile, parce que, comme vient de dire M. Trubetskoy, c'était une période très constructive, une coopération très positive en militaro-technique entre la France et la Russie. Des juristes des deux côtés ont participé à la rédaction du contrat qui doit servir de base à une coopération ultérieure dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC. Mais comme ce qui est passé, moi, il pourrait y avoir des conséquences négatives, ce qui pourrait arriver à cause de nos livraisons. Tout d'abord, premièrement, pour la Fédération de Russie, nous devons tirer des enseignements de cette situation
avec l'OMC, avec la France aussi. Premièrement, que la France n'est pas un partenaire sûr. On ne peut pas développer une coopération militaro-technique, entrer dans nouer des contacts dans différentes sphères innovatrices, avoir des contrats à long terme, parce que le gouvernement français est complètement dépendant des États-Unis sur ce plan. Nous comprenons bien que les Américains ont depuis longtemps formé leur stratégie de supériorité globale qu'ils continuent à appliquer aussi sur le territoire de l'Europe. La France se trouve complètement est impliquée dans ce projet des États-Unis. C'est premier enseignement. Deuxième enseignement, c'est très bien que cela arrive maintenant, cette situation avec les Mistral, parce que pour nous, nous rendons bien compte que ces bâtiments, ces BPCE ne constituent pas un élément stratégique clé pour la marine de la Fédération russe. C'était une variante. Nous, simplement, nous avons voulu essayer, tester dans notre pratique sur la mer Noire, la Baltique, regardez comment cela s'opère dans les eaux côtières. Bon, c'était en quelque sorte un essai pour l'emploi de ces porte-hélicoptères par nos forces armées. Maintenant, nous savons que dès que nous avons, il nous faudra développer ce secteur de notre coopération avec tel ou tel pays. Il faudra absolument une région complètement différente. Ça pourrait être la Chine, Singapour. Cela signifie que le vecteur de politique extérieure du développement futur, comme au plan économique, au plan de politique extérieure, entre avec l'Asie du Sud, qui a pris le dessus. Donc, si on regarde nos partenaires, je voudrais dire quelques mots de façon très concrète que la France perd l'image d'un fournisseur crédible, fournisseur d'armement, d'armes, et sans aucun doute, elle nuit à son autorité sur le marché mondial d'armement. Tout récemment, j'ai parlé à nos collègues qui observent très particulièrement cette situation avec les Mistral, parce que pour eux, les relations, le contrat franco-indien Rafale génération 4 est très important, parce que c'est 22 milliards de dollars qu'il va payer à la France avec un acompte, une avance. Et puisque eux, ils ont des zones de conflit, Jama et Cachemire, et là aussi, la situation peut devenir aiguë à tout moment. Et puisque les Américains ont rodé cet algorithme sur l'exemple du conflit entre la Russie et l'Ukraine, et donc là, quand il viendra le temps où la France devrait présenter les avions Rafale, il y aura un risque de conflit dans cette région indienne. Donc, les Indiens expriment également leurs craintes et la situation qui risque de survenir dans le secteur social en France. Saint-Nazaire, où on perd des emplois, là aussi, ce n'est pas la meilleure région, ce ne sera pas la meilleure région pour donc avoir des contrats avec la France. Donc, les pertes de réputation de la France risquent d'être plus importantes. Elles sont immenses et la France va les ressentir. Aujourd'hui, c'est 2 milliards, 3 milliards de pertes monétaires, financières, mais ça passe au deuxième plan par rapport aux pertes d'image sur le marché d'armes. Je voudrais bien que notre deuxième expert nous rejoigne, Alexei. Donc, il n'est pas de secret pour personne que
c'est les États-Unis qui étaient contre la livraison des Mistral. Il y avait une pression des Américains sur la France de reporter donc cette livraison. Pourquoi la France obéit aussi docilement à cette politique américaine? Pourquoi l'Amérique a une pression sans limite, illimitée sur la France? Merci, Otsana. Je voudrais bien m'arrêter sur quelques aspects avant de répondre à votre question. La première question qui a été posée à Igor, est-ce qu'on a besoin de ces Mistral? Il y avait une discussion colossale parmi les spécialistes russes, et je rappelle bien à nos collègues français, en Russie, il y avait un mouvement contre ces Mistral. On disait que la marine de guerre russe n'a pas besoin des Mistral, on a besoin de bateaux d'autres classes. Et des décisions ont été prises sous l'influence, sous l'impact de deux circonstances. Tout d'abord, en 2011, tout au début, il y avait une aggravation des relations avec le Japon, en extrême est russe. Donc c'est pour cela qu'on avait des projets des Mistral. Et puis il y avait une décision de Medvedev de développer des relations économiques avec l'Occident, tout d'abord avec la France. C'était une sorte de percée, parce qu'avec les États-Unis, on n'avait jamais de coopération dans ce domaine. Il y avait au contraire des sanctions américaines sur nos relations dans ce domaine, et cela ne fait que sourire parce que nous n'avons pas de relations avec les Américains dans ce domaine. Et alors, cette expérience avec l'Europe s'est avérée mauvaise, parce que cela aura un impact sur nos relations, le développement de nos relations dans ce domaine. C'est le premier aspect. Et puis, un autre problème, c'est le problème de la politique russe et des relations entre la Russie et la France. Depuis les années 1960, quand De Gaulle était au pouvoir, la Russie et la France ont joué toujours un rôle important. La Russie a estimé la France comme un pays avec sa politique indépendante dans le domaine militaire, entre autres, et qui pourrait même avoir des conflits avec des États-Unis. Mais aujourd'hui, pourquoi donc il y a cette pression américaine sur la France? La France pourrait bien donc se passer de cette pression. Je rappelle que Jacques Chirac n'a pas eu peur de menacer les Américains avec le veto français au Conseil de la sécurité des Nations Unies. Et puis, l'Union soviétique d'abord, et puis la Russie, voyaient toujours la France comme un intermédiaire dans leurs relations avec les Américains. S'il y avait des problèmes avec les Américains, la France nous rejoignait, et elle servait d'intermédiaire pour régler ces conflits. Par exemple, c'était par exemple sur les questions d'extension de l'OTAN, le problème yougoslave, les Français y ont joué un rôle très important, comme un pays qui joue un rôle exclusif parmi les pays américains dans le règlement des problèmes de ce genre. Et maintenant, le rôle de la France dans les yeux russes a chuté. Et à partir, par exemple, des accords de Lancaster, où Sarkozy a signé un accord avec les Britanniques. On sait bien que le potentiel britannique dépend du potentiel militaire des États-Unis. Et les Russes ont commencé l'image de la France a commencé à changer, à être modifiée, à souffrir auprès des Russes. Et puis après, c'est la guerre au Liban. Je me rappelle bien, il y avait une discussion. Est-ce que le rôle de la France en tant qu'intermédiaire entre la Russie et les États-Unis va rester ou le rôle de la France dans les relations avec les pays anglo-saxons, si on n'est pas obligé de changer un autre intermédiaire. Donc, l'histoire des Mistral confirme cette thèse que la France se réoriente dans beaucoup de choses, même à son préjudice.
se réoriente sur le pays anglo-saxon en tant que partenaire junior. Et c'est l'aspect le plus désagréable pour la politique russe, mais il est désagréable également pour la France, parce que la France avait un poids important. C'était une puissance qui servait toujours d'intermédiaire entre deux États, entre deux puissances nucléaires. Si la France renonce à ce rôle, donc elle devient pour la Russie, pour la Chine, un pays ordinaire. Et est-ce que c'est profitable pour la France? C'est une question à se poser. Et j'ai une supposition, et je voudrais bien poser cette question à mes collègues. Comment les Américains ont pu faire cette pression sur la France afin qu'Hollande prenne cette décision? Il me semble qu'à l'époque où les États-Unis ont arrêté les comptes et puis ont des pénalités contre une banque française Paribas, 10 milliards de dollars. Et là, le commerce, le marchandage a déjà commencé pour réduire cette pénalité. Parce que c'était les événements ukrainiens qui ont commencé, le Maïdan, il y avait l'insurrection à Donbass qui a commencé. Les Américains ont proposé à Hollande de réduire cette pénalité et peut-être même le niveler afin d'arrêter la construction de Mistral pour la Russie. Collègues, est-ce qu'il se peut que la décision de Hollande s'explique par cet aspect? Je voudrais bien compléter la question. Bon, OK. Ou peut-être une deuxième version, la pression s'explique pas avec une autre procédé. La pression a été exercée sur la France par le biais de la Grande-Bretagne, parce que les accords de Lancaster disent que les deux pays doivent mener une même politique dans le domaine militaire. Et donc, c'est à partir de cet accord que Cameron a été initiateur et la France a commencé à renoncer à la livraison des Mistral. Eh bien, à Paris, je vous propose de commenter les experts russes, les hypothèses d'experts russes. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces hypothèses? Monsieur Rémy, Monsieur Troubetskoy, qui veut être le premier? Sur la particularité de cette affaire. Les Américains ont toujours été effectivement, contre la vente de ces bateaux, pas parce qu'ils avaient peur, parce qu'ils craignaient un renforcement considérable de la puissance maritime navale de guerre russe, mais parce que c'était pour eux un très mauvais symbole. Et le symbole, il est autant politique qu'économique. Pourquoi la Russie a acheté des Mistral, au-delà du contexte politique général? Pourquoi des Mistral en France, c'est pas l'équivalent en Espagne ou l'équivalent en Corée? Eh bien, tout simplement parce que seule la France produit des équipements militaires qui sont ITAR-free, c'est-à-dire qui ne contiennent pas de composants américains. Et vous savez que si dans votre matériel, qu'il soit civil ou militaire, vous avez des composants américains, même un seul, vous dépendez du bon vouloir de l'administration américaine, et donc c'est un moyen de contrôle très très important de la part du complexe militaro-industriel et de l'administration américaine. Le Mistral, comme l'essentiel des armements français, justement, ne dépendait pas des Américains. Pour eux, c'est un très très mauvais symbole, et donc, effectivement, cette capacité industrielle que nous avons de produire d'une manière indépendante des équipements, on la doit à notre histoire de France et à la volonté d'indépendance nationale, notamment de la période gaulliste. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il serait dommage que pour des raisons politiques ou de repositionnement de la France, on néglige cet intérêt industriel que nous avons. Je suis d'accord sur ce qui a été dit sur le fait que le préjudice financier que nous connaîtrions si nous ne livrions pas les bateaux serait bien inférieur
au préjudice pour nos exportations, pour notre industrie de défense. Vous savez que la France est dans une situation financière difficile, budgétaire, que l'industrie de défense ne peut plus vivre, c'est déjà vrai depuis un certain temps, uniquement avec les commandes d'État françaises, et donc elle doit exporter. Et en France, tous les industriels, les grands industriels de l'armement, comme les PME, ont conscience que la non-livraison nous poserait un vrai problème de crédibilité. Il est évident que, quel que soit le pays, on ne peut pas conditionner la vente, le respect d'un contrat et la vente d'un armement à son utilisation future ou à l'appréciation qu'on aurait de sa politique internationale dans 1 an, dans 2 ans ou 3 ans. Personne ne voudra se lier les mains en acceptant ce genre de conditions. Donc il n'est pas possible de conditionner une vente, le respect d'un contrat, à telle ou telle position sur la scène internationale. Et là, je suis d'accord, le préjudice pour nous serait très important. C'est pourquoi je ne peux pas croire que nous n'allons pas livrer les bateaux. Je reste optimiste. Oui. De mon côté, j'ajouterai la chose suivante. Vous avez évoqué tout à l'heure les relations entre l'Inde et la France. On se parlait bien sûr des Rafales. Bon, effectivement, depuis quelques jours, on n'arrête pas de parler de ce problème puisqu'il est soulevé à cette occasion. Et ça, c'est un problème qui illustre tout à fait les relations de la souveraineté de la France dans le cadre des décisions qui pourraient être prises si elles sont mauvaises. Et ça va tout à fait dans le sens de ce que vous venez de développer. Donc, on ne peut pas croire, on ne peut pas imaginer un seul instant que le problème ne sera pas réglé parce que effectivement, les problèmes annexes à la seule livraison des Mistral posent le problème de la souveraineté de la France. Je voudrais rappeler que, je l'ai déjà dit l'autre jour dans une interview, on a eu des précédents. En 1977, on était en pleine crise d'Angola et les Américains prirent la décision, en prémisse des Jeux Olympiques de 1980, qu'ils boycottèrent également, d'interdire la livraison d'un grand système informatique pour l'agence TASS à l'époque. Et à l'époque, c'est la France qui prit la décision, face à un contrat déjà signé par les Américains et annulé, de livrer le système. Et je connais bien le problème puisque j'ai été l'un des acteurs de cette vente. Et le système a été vendu, réalisé, installé. Il a ensuite fonctionné très longtemps. Il était important pour couvrir les Jeux Olympiques de 1980. C'était un système d'information. Et là, la souveraineté de la France a été garantie par une déclaration du président de la République, qui était à l'époque Giscard d'Estaing. Donc, et ça veut simplement dire qu'on sait de temps en temps prendre des décisions souveraines sans que cela n'entraîne une guerre entre l'Amérique et la France. Et ça rejoint tout à fait d'ailleurs la position de Gaulle des années 60, qui a pris une position également très souveraine, où chacun a sa place, à l'époque de l'URSS, la France, l'Amérique, et ça n'a pas non plus entraîné de conflits outre mesure. Bon, ça fait grincer les dents du côté américain, qui veulent toujours mettre leur chape un peu unipolaire sur les relations mondiales, mais je pense que de temps en temps, il faut savoir faire la part des choses. Si vous permettez aussi, on parle beaucoup des Américains, et c'est vrai que, effectivement, la pression américaine en général est très très forte. N'oublions pas aussi que l'Europe est extrêmement divisée sur ce sujet, et il est évident que les Anglais ne font rien pour arranger la situation et ont intérêt à focaliser l'attention sur les Mistral pour faire oublier le rôle de la City dans le recyclage de l'argent russe. Les 100 millions de capitaux qui sont partis, qui ont quitté la Russie, se trouvent bien quelque part. Et une bonne part se trouve dans le système financier anglais. Il y a aussi une réalité qui est le rôle de la Pologne.
on a un pays avec des dirigeants qui ont des positions complètement hystériques, qui prennent des positions extrêmement dures envers la France, que la France essaie d'atténuer, c'est un pays ami. Mais le problème, c'est que nous, Français, on doit se déterminer en fonction de nos intérêts nationaux et pas en fonction du contentieux de plusieurs siècles que les Polonais peuvent avoir avec les Russes. Ce n'est pas notre problème. Nous devons, je crois, pour les industriels et comme pour nos dirigeants, raisonner en fonction de nos propres intérêts. Alors c'est vrai que la Pologne, qui est mal placée quand même pour nous donner des leçons, puisque c'est un pays qui a largement profité de toutes les aides européennes, et nous y avons, nous, en tant que Français, avec nos impôts, largement contribué, et on ne peut pas se comporter comme ça, on ne peut pas agiter constamment ce chantage, parce que on nous fait miroiter un certain nombre de contrats. Pour l'instant, les Polonais n'ont acheté en matériel de défense que du matériel américain, qui a finalement été payé par les contribuables européens. Voilà, donc il y a l'Europe, il y a aussi le rôle de l'Allemagne, mais l'Allemagne, on dirait aussi de Merkel. Pourquoi Merkel a-t-elle autant évolué? Est-ce que c'est parce que le sud de l'Europe lui échappe du fait des politiques d'austérité et qu'elle cherche justement à s'appuyer sur les pays du Nord qui ont des positions envers la Russie plus difficiles? Donc et puis une Commission européenne, donc il ne s'agit même pas de décrire, enfin, qui a joué un rôle extrêmement négatif, autant par incompétence que par absence de vision, et le résultat est là. Le résultat, c'est la situation aussi en Ukraine, et c'est une Europe qui est plus divisée que jamais. Oui, si vous permettez, j'ajouterai aussi... j'ai été très impressionné par le discours de Poutine à Valdai, on lui a posé une question très claire en disant « Est-ce que cette crise risque d'entraîner définitivement que la Russie se tournera vers l'Est et oubliera l'Europe ?» Et là-dessus, le président Poutine a été extrêmement clair en disant « Nous sommes naturellement proches de l'Europe, il n'est pas question de se détourner de l'Europe. » Alors c'est à l'Europe, et en particulier à la France, d'entendre ce message, parce que des messages clairs sont envoyés par la Russie. Ils sont répétés actuellement, je sais qu'ils ont répété récemment, ils ont rappelé qu'en ce qui concerne les investissements en Russie par les étrangers, il existe des garanties d'État russes pour les investisseurs étrangers. C'était un décret datant de 2010, numéro 1017. Actuellement, on nous rappelle que ça existe, donc la porte est ouverte donc à nous, Européens, de savoir ce qu'on veut, et à la France en particulier. Si vous permettez, je voudrais dire aussi sur... Je voudrais rappeler aussi que le Mistral, évidemment, c'est aux Russes de dire... il y a eu un débat, ça a été rappelé, un débat, faut-il acheter, faut-il pas acheter, est-ce que ce sont des considérations politiques qui l'ont apporté sur des raisons industrielles ou militaires? Il reste que je pense que ce contrat est intéressant pour les deux pays. Et il y a un autre aspect qu'on a oublié, c'est que c'est la construction navale russe. La construction navale russe, depuis l'époque soviétique, n'a fait que décliner, pas d'investissement. L'OSK a perdu pratiquement 2 générations en termes technologiques. Et derrière tout ça, souvenez-vous qu'au départ, on parlait de 4 bateaux. 2 produits en France avec une participation russe, et les 2 autres produits en Russie sur les chantiers navals de la Baltique. Et ce volet industriel était un volet qui, à mon sens, était extrêmement profitable pour les 2 parties. Et la France nos chantiers navals auraient pu devenir des partenaires stratégiques de la remise à niveau de l'industrie navale russe. Et je crois qu'au-delà de ces deux bateaux, il y a tout un pan de coopération qui est remis en cause. Et le préjudice, donc, il est bien plus large, pour les 2 parties d'ailleurs, que le contrat dont on parle aujourd'hui. Mais c'est d'autant plus que quand on prend un bateau, la vie d'un bateau, c'est 30 ans comme minimum. Donc c'est vraiment une coopération de très long terme qui pourrait s'établir entre la France et la Russie.
Je voudrais maintenant reposer une question, une nouvelle question à Paris. On parlait d'intérêt national de la France et nous avons abordé le thème des sanctions. Il n'y a pas que la Russie qui souffre, le business russe, mais aussi le business français. Est-ce que cette spirale de sanctions, censée, à mon avis, à l'encontre de la Russie, de la part de l'Union européenne, de l'Occident, quand est-ce que les politiciens commencent à devenir plus pragmatiques au regard de leur business? Qu'est-ce qui pourrait changer la situation? Parce que si ces sanctions sont prononcées avec la seule fin de faire pression sur la Russie pour la régulation de la crise en Ukraine, mais on a mal choisi la finalité. Il est inutile de faire porter le chapeau à la Russie sans comprendre ce qui se passe vraiment en Ukraine. Nous risquons peut-être d'étouffer les uns les autres avec des sanctions contre sanctions, mais la crise en Ukraine ne sera pas pour autant résolue. Ce des actions communes entre la Russie et la France et de l'Union européenne pour le règlement de la crise en Ukraine qui pourra résoudre cette situation. Il faut faire pression sur Kiev. Il faut peut-être décréter des sanctions contre Kiev qui bombarde ses propres citoyens, citoyens de son pays, des citoyens paisibles dans l'est de l'Ukraine. Comment pourrons-nous nous arrêter ? Paradoxalement, nous sommes en train de faire une émission, donc on est en train de communiquer. Et sur le sujet que vous venez d'aborder, si on peut faire un reproche à la Russie par rapport à ce qui se passe dans le monde, par rapport aux attaques qu'elle subit, par rapport à la présentation des événements en Ukraine, etc., la Russie doit parfaire et augmenter sa communication. On est en pleine guerre de communication, au-delà du conflit interne à l'Ukraine. Et il ne faut pas que la Russie perde cette guerre de communication. C'est là-dessus que je voudrais insister. D'accord ? Oui, un mot sur les sanctions. Je pense quand même qu'aujourd'hui, au niveau européen et des gouvernements, on a compris que les sanctions n'avaient aucun impact et que c'était un jeu perdant-perdant. En économie, en business, on parle des jeux win-win, gagnant-gagnant. Et là, l'Union européenne a inventé quelque chose d'assez extraordinaire, c'est que tout le monde perd. Tout le monde perd sauf les États-Unis, puisque ayant des échanges extrêmement limités avec la Russie, ne sont pas concernés. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde en a conscience du fait que nous payons aussi cher que la Russie le résultat des sanctions, que les sanctions n'ont strictement aucun effet sur la politique étrangère russe et que les sanctions ne font que renforcer finalement la cohésion de la population russe. Donc, on a tout faux. Là encore, le problème de ces sanctions, c'est que je pense que nos dirigeants, y compris Merkel, ont compris qu'il fallait arrêter, et un certain nombre d'autres pays, mais c'est un système qui a été mis en place par une institution européenne qui est très particulière, dirigée par des technocrates, et qui n'a pas... on n'a pas été comme dans un système de négociation avec la Russie pour dire ça. Ça a été... On met en place, et puis après on verra. Et on sait, la grande difficulté aujourd'hui, c'est qu'une fois que des sanctions sont mises en place, il faut l'unanimité pour les faire, pour les supprimer. Et là, on est dans un système qui échappe un petit peu à ses créateurs. Merci. Igor Morzov, votre commentaire. Je suis d'accord. C'est qu'il y a une guerre de l'information assez active, assez fermement. Nous voyons comment les parlementaires européens, sur toutes les pistes sur les scènes internationales, sont influencés par les Américains. Et des décisions qui sont prises pour limiter les contacts du Parlement russe avec nos collègues parlementaires membres de l'Union européenne, cela témoigne du fait que vous avez
un déficit, une rareté de vérité ou d'informations authentiques qu'il faut savoir, qu'il faut posséder. Et ce qui se réduit chez nous, c'est le diapason de possibilités où la diplomatie parlementaire doit entrer en scène. Et si nous disons que la France, le business français doit avoir un dialogue très direct avec son Parlement français, l'Assemblée nationale, et lui revendiquer un travail plus actif avec le Parlement russe, parce que dans les réalités, il y a le groupe de l'amitié franco-russe dans nos parlements ne fonctionne plus. Nous ne pouvons plus être en contacter nos collègues dans le cadre de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, parce que les parlementaires français ont voté pour la limitation, la restriction de la participation de la délégation russe. Nous savons que pour janvier 2015, ces sanctions parlementaires seront prorogées. Donc, pour faire évoluer la situation, il faut que la société civile qui travaille avec le pouvoir, et je voudrais bien que les associations françaises non gouvernementales, le business aient un prétexte réel pour exercer son influence sur le pouvoir étatique parlementaire. Nous voulons continuer ces contacts. Nous voulons que ce mouvement du côté des parlementaires français vers nous soit réciproque. Merci. Alexis. Tout d'abord, je voudrais bien remercier nos collègues français pour avoir cette position modérée, pesée, et pour le soutien qu'ils apportent à la partie russe dans cette guerre de communication. Ce qu'a dit M. Rémy, d'une part, une hystérie de City londonien, d'autre part, hystérie polonaise, Merkel renonce. Soutient les pays nord-européens, les petits pays qui sont surtout véhéments à l'encontre de la Russie. Une question qui se pose, est-ce qu'on doit communiquer avec cette Union européenne? Non pas avec la France, avec les Allemands qui ont joué le premier rôle. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, c'est la Pologne, c'est les pays scandinaves qui sont les premiers. Donc, il paraît que l'Union européenne, à la fin des années 2000, a été réformée, non pas a été réformée au détriment de la Russie, pour l'intérêt des petits pays nord-européens, etc. Et dans ce contexte, on doit donc estimer, évaluer ce discours de Poutine à Valdaï. Est-ce qu'on a l'intérêt de communiquer avec l'Union européenne telle qu'elle est? Oui, aujourd'hui, c'est vrai, l'Union Lavrov et tous les politiques soutiennent cette politique de relations. Mais la question se pose. Et je voudrais dire que le mécanisme de sanctions et de contre-sanctions risque d'avoir des conséquences négatives. Parce que s'il y a des sanctions économiques, par exemple, la Russie peut avoir des sanctions de rétorsion, par exemple, à l'égard d'Afghanistan, etc., etc. Et là, la question clé qui se pose, c'est le problème des Mistral, le problème de la communication à l'égard de l'Ukraine. Est-ce que les forces traditionnelles qui ont toujours joué pour le compromis et qui avaient toujours des positions indépendantes, est-ce qu'elles peuvent jouer ce rôle traditionnel qu'ils ont joué avant? Ou bien l'Union européenne a été réformée et au détriment de la Russie. Et là, M. Trubetskoy, un autre commentaire. Donc, des difficultés entre les Américains et les Français. Oui, sous De Gaulle, sous Giscard d'Estaing, Jacques Chirac. Néanmoins, grâce à cette politique indépendante de la France, et les Américains avaient beaucoup de respect pour la France. C'était pour eux un pays difficile, mais indépendant.
n'est-ce pas, le partenaire qui a des ressources d'être indépendant. Si la France renonce à ce rôle, j'ai peur que les Américains jugent la France non pas comme un partenaire indépendant. Et le rôle clé va passer à Londres. Est-ce que la France est intéressée de jouer ce rôle? Et nous sommes contents qu'en France, il y a des débats, des discussions, il y a des voix qui sont contre le développement de la situation de ce genre. Merci Alexei. Je voudrais bien que les journalistes nous rejoignent dans ce dialogue. Est-ce que vous avez des questions peut-être pour Paris, ou bien vous pouvez commenter peut-être Bonjour Tifano Andrei, Russie aujourd'hui. La question à M. Rémy concernant M. Hollande. Est-ce que François Hollande aura la volonté politique de prendre des décisions pour les intérêts français et non pas américains? Voilà. Et en ce qui concerne la décision concernant Mistral, décision indépendante. Merci. On n'a pas compris la question. On a mal compris la question, non? Вопрос не совсем понятен. La question, si vous voulez bien reformuler la question, qu'en pensez-vous? François Hollande aura-t-il suffisamment de volonté politique pour faire une position indépendante dans la prise de décision? Parce que quand même le contrat, c'est un contrat de poids. D'autres contrats pourraient échouer, comme celui de l'Inde, où il va continuer toujours sous l'influence des intérêts américains, notamment dans le cas de ces sanctions. C'est-à-dire, est-ce que la France livre les Mistral à la Russie? Et si M. Hollande peut prendre des décisions indépendantes, ou il se trouvera toujours sous la pression des Américains? Voilà la question. Oui, je voudrais dire la chose suivante. Je ne vais peut-être pas tout à fait répondre à la question du journaliste, mais je veux simplement rappeler que vous avez évoqué les débats et les échanges interparlementaires. Il y a à côté de cela l'autre débat qui est très important, c'est le débat entre industriels et acteurs du monde économique. Tout ça, ça va ensemble. Au moment de la mort de Christophe Margerie, on a compris à quel point ce débat au niveau des acteurs économiques entre la Russie et la France sont importants. Et en ce qui concerne le débat entre parlementaires, alors ça c'est le rôle principal actuellement, la mission principale du dialogue franco-russe. On a organisé dès la rentrée d'abord une réunion à Paris avec M. Darishkin où nous avons fait venir justement les gens du monde de l'économie, des industriels. À l'époque même de Margerie est venu des parlementaires français de tous bords, gauche, droite, également. Nous avons organisé une visite à Moscou de parlementaires français contre l'avis du ministère des Affaires étrangères français d'ailleurs, parce que nous avons voulu qu'il y ait un dialogue entre les parlementaires français et russes. Et cette mission a été un succès et nous allons recommencer parce que c'est dans ce dialogue que nous arriverons à faire un courant de pression qui fera que tôt ou tard, les choses devront revenir dans leur normalité. Je voudrais non pas répondre directement à la question du journaliste, puisque moi je ne sais pas quelle sera la décision finale, mais j'espère ce sera la bonne décision qui sera prise. Mais je voudrais dire que dans l'opinion publique en France, et pour les dirigeants politiques, la plupart se sont prononcés pour le respect du contrat, de la signature. Je pense évidemment à l'ancien président Sarkozy, mais l'ancien Premier ministre Fillon, Marine Le Pen, Mélenchon à l'extrême gauche, le représentant du Parti communiste français. Donc à part les écologistes finalement, et puis bon, on a quand même, je pense qu'on a majoritairement dans l'opinion publique et dans la classe politique la volonté et le souhait de poursuivre le dialogue avec la Russie. Je voudrais juste souligner un paradoxe. Moi, j'ai connu
j'ai connu à la fois le monde des affaires à l'époque soviétique, dans les années 90 et aujourd'hui. Et je veux dire, le paradoxe, c'est qu'à l'époque soviétique, y compris dans les années 80, on se parlait beaucoup plus et on se connaissait beaucoup mieux, notamment du côté français. Dans chaque parti politique, les communistes, les socialistes, les gaullistes, etc., il y avait toujours des gens qui avaient des contacts, parmi les dirigeants, des contacts personnels avec des dirigeants, avec des journalistes, avec des intellectuels russes. Et c'était très, très, très significatif quand on assistait à des voyages en URSS à l'époque. Très souvent, le soir, chacun allait voir ses propres contacts. Il y avait une vraie connaissance mutuelle. Le paradoxe, c'est qu'avec la fin de l'Union soviétique, la fin des frontières, l'explosion des moyens de communication, aujourd'hui, j'ai le sentiment, effectivement, qu'on se comprend entre Russes et Français au niveau des dirigeants politiques. On se comprend de moins en moins, on se connaît de moins en moins. Et là, il y a vraiment un vrai problème, je pense, tout à fait particulièrement en France. Heureusement, ce déficit de connaissances et de communication, au cours des 20-30 dernières années, a été compensé par la création de liens dans le domaine du business, de l'industrie, etc. L'exemple type, c'était Christophe Margerie, qui avait une connaissance à la fois des milieux politiques russes et des milieux économiques, et en même temps une vraie connaissance de ce qu'est la Russie d'aujourd'hui et de son potentiel. Et c'est vrai aussi pour beaucoup d'autres industriels qui se sont beaucoup investis ces dernières années et qui connaissent ce qu'est la Russie aujourd'hui avec ses forces et avec ses faiblesses. Donc je dirais qu'on a un vrai problème qui est le problème des parlementaires. Il faut que les parlementaires, que les politiques des deux pays se connaissent mieux, se rencontrent plus. Et heureusement que je dirais que le business a un peu compensé. Mais le business ne compensera jamais quand même fondamentalement le problème du manque de dialogue au niveau politique. Спасибо. Merci. Vous pouvez ajouter quoi que ce soit. La question suivante. La voix de la Russie. Bonjour. Aujourd'hui, donc c'est la Russie d'aujourd'hui. J'aime beaucoup l'expression de De Gaulle, nous les autres Français. La France, c'est la République présidentielle. Comment se peut-il que le chef de l'État, soit il prend la décision de livrer les Mistral, soit il reporte cette décision? Ça s'est arrivé déjà à 4 reprises. J'ai une question donc à se poser. À côté de lui, est-ce qu'il y a des gens, je ne veux pas dire qui ont du bon sens, est-ce qu'il y a des gens qui lui donnent des conseils? Le business français, le prince Trubetskoy, vous, en tant qu'expert dans le domaine d'exportation, est-ce qu'il y a quelqu'un qui lui donne des conseils ou c'est une décision qu'il prend tout seul? Je n'ai pas très bien compris la question, de nouveau. Comment le président va prendre sa décision? Comment le Может, président вы va prendre sa по-французски décision? повторите свой вопрос? Comment le président va prendre sa décision? De toute façon, nous, on peut avoir des groupes d'influence, mais sans plus. Je dois répéter les questions, non? Попробуйте повторить Je вопрос. dis que Je vais répéter ma question. le général de Gaulle, nous les autres Français. La France est une république présidentielle, mais il y a des Français autour du président. Le président Hollande a pris des décisions à remettre Mistral. C'est une, comme dit chez nous, boîte de conserve pour le moment en Russie. Après, il refuse et ça continue. La question, est-ce qu'autour de lui, il y a des conseillers, comme par exemple vous, monsieur le comte Trubetskoy, les autres, il y a des businessmen français qui peut-être mieux comprendre la situation. La France est le 3e partenaire de la Russie dans
l'échange économique et commercial. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut donner les conseils au président Hollande où il peut-être prend la décision lui-même? Et c'est tout. Merci. Bon, d'abord, je ne suis pas du tout un conseiller du président Hollande, je ne fais pas partie de son board, et je lui dirai tout de suite, je ne suis même pas un électeur du président Hollande. Donc là-dessus c'est clair, donc je ne peux pas me mettre à la place de ce que décidera le président Hollande. Je dirais simplement que lors de certaines réunions, dont le G20, le président Hollande a eu des positions très nuancées par rapport à d'autres. Je citerai Cameron, je citerai le Premier ministre australien, qui était vraiment vindicatif. Donc, je pense que le président Hollande est embêté par la situation. C'est une opinion de ce qu'on peut ressentir en lisant la presse, en écoutant ses déclarations. J'espère qu'il finira par prendre la bonne décision, et c'est à nous, l'opinion publique, les industriels, les parlementaires, etc., de faire entendre notre voix pour faire comprendre que les relations entre la Russie et la France ne doivent pas s'arrêter là. Merci. Encore des questions? Deuxième rang, si vous voulez bien. Pravda Bendin, je m'adresse aux participants à Paris et à Moscou. À supposer que les Mistral qui sont remises à la Russie, est-ce que la France sera-t-elle prête à supporter, à encaisser des coups venant des États-Unis, parce que cela va susciter un fort mécontentement aux États-Unis si cette transaction s'opère comme il se doit? Quelles seraient les conséquences sur le plan économique et politique pour la France? Bien que l'Amérique pourrait-elle faire à la France si la France laisser partir ses porte-hélicoptères en Russie? Donc nous allons d'abord donner la parole à Paris. Donc la question est la suivante. Si on suppose que la France livre ses BPC à la Russie, que l'Amérique, que pourrait-elle faire vis-à-vis de la France? Quelles pourraient être les sanctions américaines contre la France? Et la France est-elle prête à encaisser le coup? Oui, Paris. Je prendrai les choses différemment. C'est que si nous ne livrons pas, les conséquences économiques, je pense pour toute notre industrie, haute technologie et défense à l'export seront importantes. Donc c'est ça qu'il faut que nous saisissions. Les Américains ne nous font jamais de cadeaux. Donc ils n'en faisaient pas hier, et qu'on livre ou qu'on ne livre pas, ils ne changeront pas demain. Donc nous avons à prendre avant tout, prendre conscience de nos intérêts économiques, et là je parle en tant que chef d'entreprise et comme d'affaires. Je ne vois pas, les Américains ne vont pas décréter des sanctions contre la France parce qu'on livrerait les BPC, et pour le reste, on est en compétition avec eux partout dans le monde, que ce soit dans le pétrole, que ce soit dans la vente d'avions, que ce soit dans les technologies. Donc pour moi, ça ne changera rien. Merci Paris. Donc maintenant, si les experts russes peuvent commenter, moi j'ajouterais aussi pour ma part, qu'est-ce que l'Amérique, les États-Unis pourraient faire à la France, que pourraient-ils faire aux autres pays de l'Union européenne, parce que cette position rigoureuse, que c'est la position française, parce que si on prend l'Allemagne, première économie mondiale, est peut-être le principal partenaire commercial de la Russie en Europe.
voyons à quel point, quelle rigueur Merkel prend position contre la Russie qui exige le maintien des sanctions à l'encontre de la Russie qui, au préjudice du business de son pays. Donc, je commencerai par répondre pourquoi Merkel réclame-t-elle le maintien de la politique des sanctions de l'Union européenne à l'encontre de la Russie? D'abord, les services secrets de la RFA avec les Américains ont payé Maïdan, qui ont formé Maïdan, qui ont réalisé le Maïdan et l'ont politiquement consolidé. Et l'Allemagne ne peut plus reculer, ne peut pas sortir de cette situation dans les mains propres, même devant ses partenaires européens. Tout le monde le sait. Ce n'est un secret pour personne. Et à ce titre, je pense que Merkel va continuer dans ce sens. On n'en attend rien d'autre. Quant aux États-Unis, je pense qu'ils vont poursuivre leur politique vis-à-vis de l'Ukraine comme pomme de discorde entre l'Europe et la Russie et l'Ukraine. Et là, nous devons nous orienter sur ces relations-là. En ce qui concerne la France, je pense que dans les relations internationales, surtout au plan bilatéral, ce qui est très important, c'est la confiance. La crédibilité, même si les Français finissent par livrer les BPC, alors la confiance entre nos pays a déjà subi on lui a fait du tort. Donc tout en développant le business, nos relations commerciales, nous allons toujours songer à une telle éventualité. Si jamais, s'il n'y a pas de Mistral 2, alors comme ça, et à ce titre, je pense que la France devra entreprendre beaucoup d'efforts afin de rétablir cette confiance. Quant aux relations franco-américaines, là, je partage l'opinion d'Alexei Fenienko. La France a toujours été un partenaire particulier, spécial pour les États-Unis. Et dans un format multilatéral et bilatéral également. C'était un partenaire pas toujours commode, mais il était indépendant, cette politique extérieure autonome indépendante, parce que la France s'est retirée des structures militaires de l'OTAN. Et je pense que si la France actuellement montre sa force, son indépendance, son assurance en la justesse de sa position politique, cela ne pourrait que renforcer ses positions sur le plan international mondial en laissant entendre aux États-Unis que la France revient un leader fort et devient un pays puissant, un pays européen indépendant et puissant, capable de décider en toute indépendance. Moi, je dirais brièvement, il y a certaines choses. Première chose, c'est la chute, la déchéance de la politique européenne si chaque pays a craint des mesures de rétorsion de la part des États-Unis. C'est un pays le seul pays qui n'a pas peur d'afficher sa position, c'est la Grande-Bretagne. Avant l'opération en Syrie, en août, le Parlement britannique a ouvertement voté contre la participation de la Grande-Bretagne dans cette opération. Même Cameron a dit que la participation de la Grande-Bretagne, sans les sanctions du Conseil de sécurité de l'ONU, il n'y en a pas. Ce qu'ils ont fait, les Américains à la Grande-Bretagne, rien. Et la perte d'un allié clé était pour eux beaucoup plus importante que ce qui confère. On ne respecte que celui qui est fort et qui montre son indépendance. Je rappelle que pour la France, c'est qu'auparavant, le gouvernement français n'avait pas peur de faire des pas beaucoup plus durs. Lorsque le retrait de l'OTAN par De Gaulle, ce qu'ont fait les Américains, rien, ils n'ont fait rien. Et même, sans parler de l'époque mitterrandienne, où la France n'avait pas peur d'évoquer une union militaire européenne, nucléaire, pour dire si on a besoin de l'OTAN pour la perspective à venir. Mais si on prend une époque plus récente, le temps de la présidence de Jacques Chirac, qui était vrai ami pour notre pays, je le dis sérieusement, si on se souvient sa position au sujet de la guerre d'Irak, même la Russie n'a pas dit qu'elle pourrait frapper
frappé de veto au Conseil de sécurité, la position américaine. Chirac a dit qu'il va user aussi au Conseil de l'OTAN si on discute l'opération militaire, de l'opération militaire. Qu'est-ce que l'Amérique a-t-elle fait à la France? Oui, il y a eu quelques déclarations de Condoleezza Rice que nous allons punir la France, mais là, les choses sont arrêtées là. Donc, je n'aurais pas exagéré trop le potentiel de la politique américaine, parce que les Américains savent que les Français pourraient réagir à une telle riposte, parce que refuser leur soutien pour leur position proche-orientale et frapper de veto certaines résolutions américaines sur le Proche-Orient, Conseil de sécurité. Ça crée beaucoup plus de difficultés pour la politique extérieure américaine plutôt que ces sanctions sur le Mistral. Si l'administration d'Hollande a le désir de montrer sa force, d'exhiber sa force, là, c'est une grande question pour la perspective et qui est une question clé. Merci. Chers collègues, d'autres questions? Une question à Igor Morzov. À la fin juillet, Dmitry Rogozin a dit que la Russie, techniquement, est prête et peut développer et construire ses propres Mistral. Cela, c'est une question d'actualité vu que ce contrat pourrait être rompu. Oui, je me souviens de cette intervention de Rogozin. Comme c'est lui, c'est le vice-premier qui s'occupe des projets très sérieux dans le domaine des armes de haute précision, de systèmes de riposte globale. Il dit que Mistral, si on les réédite, notamment c'est une boîte de conserve que nous pouvons fabriquer eux-mêmes à nos chantiers navals avec l'équipement qui nous a déjà été livré. Je ne pense pas que ce sera un très grand problème de construire des analogues. C'est une question de temps simplement. Nous avons perdu 3 années. On voudrait simplement avoir déjà posséder déjà ce pourquoi nous avons déjà payé. Un petit commentaire. Je pense qu'il y a la déclaration politique pour la France, que c'est toujours Dmitry Rogozin qui a dit en 2011, qui a dit autre chose. Il a dit, est-ce que vraiment la Russie a-t-elle besoin de ces porte-hélicoptères? Peut-être qu'on pourrait construire peut-être des croisées, parce que pour la mer Balte, la mer Noire ne nous conviennent pas. Pour l'océan glacial, pareil, ils ne conviennent pas. Leur seule destination, c'est l'Extrême-Orient, c'est le contrôle de certaines îles. On sait très bien avec qui la Russie pourrait avoir un conflit à cause de ces îles et où elle a un bassin ouvert sur l'océan mondial. Parce que c'est le Pacifique, l'extrême. C'est là vraiment que la Russie pourrait se servir des porte-hélicoptères. Mais la Russie a le sens de développer ses propres porte-hélicoptères ou de construire des cuirassés à missiles. Donc c'est une question qu'on s'est posée dès 2011. Ce qui confirme que la décision sur le Mistral était une décision politique. C'était bien montré qu'il existe la possibilité de coopération entre la Russie et la France qu'avec un pays particulier de l'Alliance Atlantique. Merci. Merci. Est-ce que, collègues, vous avez d'autres questions? Il n'y a plus de questions. Peut-être à Paris pourrait bien commenter ou toucher quelques questions. Paris, s'il vous plaît, est-ce que vous voulez commenter quoi que ce soit? Eh bien, non. Donc, il n'y a plus de questions, il n'y a plus de commentaires. Dans ce cas, on termine notre duplex. Je voudrais bien remercier nos invités à Paris, à Moscou, pour ce dialogue très intéressant, très constructif. Nous sommes toujours heureux de vous voir chez nous. Et il ne s'agit pas que de Mistral, mais d'autres questions. Vous êtes toujours les bienvenus. Merci pour votre participation. Au revoir.